Bonjour à tous. Je reconnais quelques têtes d'hier, en plus, c'est extraordinaire. Donc, vous êtes les bienvenus à une table ronde, cette fois-ci, avec un sujet sur les IoT, l'OT et l'IT, c'est bien compliqué tout ça, et comment alimenter son système décisionnel industriel, avec un deuxième volet que l'on abordera. Est-ce qu'il faut être en mode SaaS ou en mode Edge? Question que tout le monde se pose, donc on l'a mise ici. Et on va aborder ça avec nos spécialistes. Donc la conférence, ici, je l'organise au nom d'une initiative qui s'appelle France Digital Industrie, dont l'objectif est de vulgariser et donner de l'information, j'ai bien dit donner, de l'information qui n'est pas commerciale, mais fonctionnelle et technique, à toutes les PMI et ETI françaises qui veulent s'équiper avec des biens d'équipement et des sociétés fournisseurs européennes. Donc nous essayons de mettre une préférence européenne et de favoriser les entreprises françaises à répondre aux questions. Et on espère ici déjà lever un problème et peut-être, espérons, apporter une solution. Les personnes qui m'accompagnent, donc, nous avons de droite à gauche Mustapha El Bouchouafi, qui est le président de Zeiss, du groupe Zeiss en France. Vous avez Laurent Carlion de chez IFM qui est responsable produit monde pour Moneo. Moneo, ça fait justement un petit peu ce que l'on met. Thierry Delpech qui est responsable d'unité chez Actemium Consulting. Et donc pour ma part, Stéphane Crépet, Productis, éditeur de MES et Cybertis et d'autres sociétés avec tout ce qui entoure. Alors, on va commencer. Thierry, tu peux nous en dire un peu plus? Toi, tu es un profil intégrateur, consultant. Qu'est-ce que les gens te demandent et comment tu peux leur répondre? Alors, on m'entend, oui. Alors, si on fait un constat aujourd'hui par rapport à l'état des lieux dans les usines, on a trois grands sujets. Le premier, c'est un silotage encore fort et existant entre deux mondes qui ont du mal à se parler, qui est le monde de la production OT et le monde de l'informatique IT. Ça crée des conflits et ça crée un frein quand même pour déployer cette collecte de données pour aller sur un système décisionnel. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une continuité numérique, donc une collaboration entre ces deux mondes-là. Deuxième sujet, dans les entreprises, on a énormément de données historisées en grande quantité. Elles ne sont pas toutes utilisées ou à bon usage, mais en tout cas, on a des données historiques. Si on veut alimenter des systèmes décisionnels, ce qui est important, c'est d'avoir des données temps réel. Pourquoi des données temps réel? Parce qu'il faut que le système puisse interagir rapidement avec l'outil de production. Donc, il faut que la donnée soit prise à l'instant T. Et plus on est à la source de la prise de données, et plus on garantit la qualité de la donnée et qu'elle ne soit pas altérée. Et troisième sujet, le référentiel multiple que l'on trouve dans les usines, qui est lié à l'histoire de l'usine. On va parler d'un sujet de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il va falloir que tous ces systèmes arrivent à communiquer les uns avec les autres si on veut collecter les données. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la donnée doit être captée au plus près de la source pour ensuite être hébergée. Donc maintenant qu'on a la donnée, Stéphane, où est-ce qu'on l'héberge cette donnée? Est-ce qu'on l'héberge sur le site ou est-ce qu'on l'héberge dans le cloud? Alors, effectivement, on va tout de suite aborder ce sujet épineux. Ce qui est bien ici, c'est qu'avec les 4 personnes, on va avoir 4 finalités différentes. Mustapha, chez Zeiss, il contrôle. Donc, on est sur la qualité. Laurent, il est sur la performance des machines avec du suivi. Donc, on est dans de la productivité, point de vue équipement et non pas point de vue produit. Toi, tu conseilles tout le monde avec les bonnes pratiques. Et pour moi, en MES, je vais faire de la productivité et de la traçabilité du point de vue du côté du produit. En fait, on est tous clients. Alors, est-ce qu'on va avoir tous la même organisation? En termes techniques, sans aller très très loin, on doit communiquer avec les machines. Pour communiquer avec les machines, si on est sur un port qui ressemble à celui de l'imprimante qu'on branchait à l'époque avec de l'électrique, je ne vais pas vous mentir, ça va être compliqué de faire du SaaS et du cloud. Donc il va falloir pouvoir permettre, si on veut faire du SaaS ou du cloud, d'être plus loin de la machine qu'un système classique aujourd'hui. Donc
il faudra utiliser des protocoles qui utilisent les technologies Internet. On va parler de l'OPC UA, on va parler du MQTT. Mais si on est sur le bon vieux Modbus sur port série, ça ne marchera pas. Donc il y a déjà, suivant la connectivité, des solutions à mettre en œuvre et des modules à mettre en œuvre que Laurent connaît parfaitement, avec de quoi mettre à niveau tout le monde pour pouvoir discuter en cloud. L'immense avantage du cloud, c'est qu'on va pouvoir mettre à jour un serveur et mettons, vous soyez tous clients ici des applications, au lieu de passer sur les postes de chacun d'entre vous, le fait de mettre à jour le serveur, vous avez une page web et vous pourrez afficher l'information. Donc, la partie IT, elle est déjà cloud, elle est déjà convaincue. C'est l'outil qui va poser le problème en disant, est-ce que je peux exporter de la donnée ou est-ce que je peux pas exporter de la donnée? Si je prends le cas des machines de contrôle Zeiss, on est sur de la faible cadence, mais avec énormément de valeur stockée et le modèle cloud de prime abord va pas être le bon. Je pense que tu pourras nous le confirmer. En revanche, Laurent qui fait du suivi de machines, il ne va pas suivre une ou deux machines spécifiques avec des pièces qui coûtent très cher. Il va suivre toutes les machines pour savoir si elles sont à la bonne température, si elles consomment correctement et si elles sont alimentées et en fonctionnement surtout et en train de produire. Et là, on va tirer très très large. À partir de ce moment-là, c'est hyper intéressant d'être en mode cloud. Et donc, Thierry, il va arriver avec des réponses dans son consulting qui va être blanc, noir, gris clair des fois, parce qu'on pourra mêler les deux solutions, mais ça va être difficile d'avoir une réponse ferme. Pour ma part, en tant qu'éditeur de MES, suivant les clients que je peux avoir, on me demande d'être un chef d'orchestre de la production. Donc, que chaque machine ait ses propres datas, c'est une chose. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir si la machine 1 et 2 ne sont pas avec des défauts qui peuvent freiner la machine 8. Parlons pas de l'îlot numéro 12 et du convoyeur numéro B. Donc, voilà, c'est important de pouvoir pour nous faire du cloud dès lors que c'est possible, mais il faut faire en sorte que techniquement, ces machines puissent communiquer, être intelligentes et nous donner la bonne information au bon moment. Quel que soit le modèle, est-ce que, Laurent, la donnée, est-ce qu'elle est vraiment disponible au niveau de la machine aujourd'hui ? Ouais, bonjour. Généralement, la machine, enfin, toutes les données sont relativement disponibles. Aujourd'hui, les données sont assez structurées au niveau des machines et ça permet de les capter à la source. La grosse tendance que l'on va avoir quand même aujourd'hui, alors je vais revenir au niveau, ce qui est important, qu'est-ce qu'on capte comme données? C'est les capteurs et les actionneurs, généralement. La tendance que l'on voit aujourd'hui apparaître, c'est qu'on va avoir de plus en plus de capteurs et d'actionneurs intelligents. Donc, il y a des standards qui se développent. Un gros standard qui, aujourd'hui, est au niveau des capteurs, c'est le standard IO-Link. Et ce standard-là permet à la fois d'avoir des informations plus numériques maintenant qu'analogiques ou binaires, mais surtout, chaque capteur et chaque actionneur va pouvoir donner à l'avenir, enfin, peut donner dès aujourd'hui d'ailleurs, du diagnostic. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur une machine, c'est que les capteurs et les actionneurs, ça devient le centre nerveux de la machine en fait. Et il va y avoir beaucoup plus d'infos qui vont être remontées de la part de ces capteurs et de ces actionneurs. Pas uniquement le fait des infos qui sont nécessaires à l'automate, mais des infos qui vont être là pour être captées, pour faire de l'analyse de données, pour améliorer les performances des machines. Voilà. Et donc ça produit quoi en fait? Ça produit le fait qu'aujourd'hui, si on regarde le volume de données qu'on utilise par un automate, comparé à l'analyse de données que l'on va faire pour le fonctionnement de la machine et du process, c'est un volume de 10 à 15 fois. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir aussi faire attention de la façon dont on structure sa machine et faire en sorte que les points de collecte de données ne soient pas centralisés. Aujourd'hui, il y a souvent des tendances à passer tout par l'automate. Non, l'idée, c'est d'avoir des solutions, des outils, des masters, des devices, où on va pouvoir aller piquer la donnée pratiquement à la base du capteur ou de l'actionneur, sans passer par l'automate, parce que ces données-là n'ont aucune utilité au niveau de l'automate. Donc c'est important déjà aussi de travailler sur la tuyauterie. Voilà. Autre domaine qui est important aussi, c'est pour éviter cette montée de données importante. Il y a quelquefois quand on veut commencer à faire de la performance machine, par exemple avec de l'analyse vibratoire, là on va être amené à faire du edge computing. Pourquoi ? Parce que les valeurs brutes en vibration, si vous remontez tout, là, c'est plus un tuyau qu'il vous faut, c'est un pipeline. Aujourd'hui, vous en trouvez, c'est un sujet d'actualité d'ailleurs, mais voilà, donc ça va être un pipeline. Donc on va faire du edge computing pour déjà compiler les données et pouvoir les remonter. Voilà. Et après, il y a la dernière chose qui est importante aussi, c'est qu'on développe aussi, par exemple, des outils qu'on appelle des middleware, qui sont ce qu'on appelle des IoT plateformes. Ces IoT plateformes, en fait, elles sont là
elles vont servir de garde de triage des données. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tous les connecteurs pour collecter les données du terrain. Et elles vont avoir tous les connecteurs aussi pour aller les pousser vers des MES, vers des SCADA, vers des ERP. Et souvent, ces outils-là, en fait, elles vont permettre entre-temps de structurer la donnée aussi et de la préparer justement pour qu'elle puisse être diffusée au plus haut. Et ces outils-là, on les utilise notamment, dans notre cas, dans mon cas à moi, on les utilise pour faire de la performance machine. Donc on les utilise pour pouvoir gérer par exemple la disponibilité machine, de gérer l'énergie, les consommations énergétiques ou vérifier la qualité du process. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi maintenant des nouveaux modules comme ça, comme qu'on appelle des IoT plateformes, qui vont vraiment être là pour redistribuer la donnée, aussi bien la capter et la redistribuer au niveau supérieur. Voilà. Maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est comment on va faire cette transition et comment on le fait derrière. Est-ce qu'on le fait plus en Edge? Est-ce qu'on le fait plus en cloud? Alors, je vais laisser deux spécialistes derrière moi s'exprimer sur cette question. Donc, le Edge, allez, moi je vais défendre le Edge et toi tu vas défendre le cloud. Alors déjà, l'important c'est de savoir que c'est possible. Ce qu'il faut retenir une chose, Edge ou cloud, il y a toujours le moyen de le faire. Et se dire, je ne peux pas connecter ma machine, aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus possible, même si la machine est ancienne. Et donc, on va repartir sur des valeurs de Edge que je vais défendre sur ce coup-là. Le Edge, il va permettre d'avoir une accessibilité permanente. Qui dit cloud, dit Internet. Si jamais la liaison Internet est coupée, comment je peux savoir ce qui se passe sur la machine devant moi? C'est quand même dommage d'être dépendant d'un tuyau sortant pour voir ce qui est à 2 mètres de moi. Donc la partie Edge, elle est intéressante dans le terme de temps de réponse et de fiabilité de réponse. J'ai envie de vous dire que si on veut aller vers le cloud, bah, faudrait mettre des serveurs cloud chez soi. Et ça serait pas mal. À y réfléchir. Donc, l'Edge, en tout cas, il permet la connectivité directe sans forcément avoir de la standardisation. Et on en a des clients avec du FINS de chez Omron, avec du Modbus de chez Schneider, avec du Profibus de chez Siemens, avec du Cinecal 2. Tout ça, on peut le mettre en musique au niveau Edge et avoir une plateforme d'historisation et de partage vers du décisionnel pour tous. Si on veut aller dans le cloud, je pense que Thierry il sortira des rames pour pouvoir tout centraliser et remonter de l'information. Mais tu sais le faire, on est d'accord? Alors, je vais défendre le cloud. Donc le cloud, ça permet effectivement de centraliser un grand nombre de données émanant de plusieurs sites de production. On a également une puissance de calcul qui va être beaucoup plus importante déployée dans le cloud que ce qu'on peut déployer dans le Edge. On va avoir également une notion de consolidation de ces données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une vision globale et un pilotage global de ces sites de production. Et on l'utilise également pour de l'analyse de tendance. Donc beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul, tout ça centralisé. Et pour les sites de production, il y a quand même un effet aussi intéressant, c'est que ça permet d'éviter une infrastructure lourde avec des services associés. Et je ne parle pas de la partie cyber, où là aussi, il y a un sujet de gouvernance IT-OT qui doit se mettre en place. Et beaucoup d'industriels, en fait, font le choix d'aller sur le cloud parce qu'on achète quelque part la sérénité d'avoir la disponibilité des données et d'être, on va dire, up-to-date vis-à-vis de la cybersécurité. Je ne dis pas qu'on n'est pas inattaquable, je dis juste qu'on s'achète quand même une garantie là-dessus. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, comment fait-on pour exploiter ces données? Puisque ces données, il faut qu'on en sorte de la valeur. Si on stocke de la donnée ou si on héberge de la donnée sans usage et sans détection de valeur, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il faut répondre à des fonctions. Et on va quand même dire que le cloud, il est fédérateur. Si on peut le faire, il faut y aller. Si on a trop de barrières techniques, il ne faut pas aller dépenser des milliers et des cents parce que vous avez tous besoin de rentabilité. Quand vous faites des projets de décisionnel industriel, de MES ou de qualité, vous avez besoin d'un ROI rapide et d'un ROI effectif. Donc trop dépenser, c'est acheter trop cher et donc c'est diminuer les chances de réussite. Je suis très fier de t'accueillir, Mustapha, parce que dans une conférence, il y a 1 an ou 2 ou 3, on aurait conservé les gens ici de la production grande série. Et Mustapha est là pour aller porter la parole en interopérabilité. Aujourd'hui, on sait contrôler un équipement
une production qui est très onéreuse avec du tridimensionnel et transmettre à un MES, grâce au réseau, grâce à l'interopérabilité, de l'information directement au jeu de production. Quand on a fait les journées Zeiss chez toi, les gens ils disaient « mais il y a une vie après le contrôle ». Eh ben oui, donc plus en plus on peut remonter l'information en automatique, mieux on se porte forcément. Aujourd'hui, Mustapha, quel est ton point de vue et comment tu peux, avec des machines de contrôle qui sont à côté, finalement les inclure dans tout notre ensemble? Merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Effectivement, et traditionnellement, le contrôle de qualité, ça vient boucler la chaîne de production, ce qui est aussi le cas sur la table ronde. Je viens clôturer le sujet. En fait, aujourd'hui, quand on va parler de contrôle de qualité, quand on va parler de traçabilité, on ne peut pas en parler si on n'a pas des données qui sont structurées et qui sont modulables. Le traitement de données, il est très important. Aujourd'hui, il faut oublier les sujets qui sont liés à l'usine numérique si on ne maîtrise pas nos données. Et le close loop, le feedback qu'on devrait faire aux usineurs, aux départements de logistique, ou tous les départements d'une production, ils doivent être en temps réel. Et on ne peut pas en parler de ce genre de sujet si les données ne sont pas structurées et ne sont pas lisables. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit avec le côté avec Stéphane, les MES, c'est des systèmes qui viendraient centraliser les données pour nous donner des bases de décision. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les productions dans le monde entier, c'est qu'on a des players qui sont performants dans leur secteur. Je donne des exemples, on a des bons turners, on a des bons usineurs de frisage, on a des experts de soudage, mais si on n'a pas le mot qui a été utilisé à plusieurs reprises par mes collègues, l'interopérabilité, ça on reste expert dans nos domaines, mais on ne gagne pas en productivité et on ne gagne pas de temps pour continuer à améliorer les chaînes de production. Et le corps de métier, aujourd'hui, pour transformer les industries, il ne se fait pas d'avoir des bonnes machines, il ne se fait pas d'avoir de l'IA si les données ne sont pas structurées. Tous ces sujets-là, ils deviendraient tabous. Vous voyez que tous nos différents mondes de production, grandes séries, objets et produits onéreux, le monde du suivi de la machine, le monde du MES avec ce chef d'orchestre de production, il faut essayer vraiment de le mettre musique en une seule fois. Et je vais me retourner vers toi, Thierry, parce que c'est toi qui es devant le client et tu vas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce que tu auras une conclusion et un modèle magique? Alors, modèle magique, je ne sais pas, mais en tout cas, on retrouve 4 briques essentielles qu'on vous a présentées lors de cette table ronde. La première, c'est la captation de la donnée. Donc vous avez compris, la captation de la donnée, c'est le cœur. Données au plus près de la source, données temps réel. On veut une donnée fiable si on veut l'utiliser. Deuxième sujet, la structuration de la donnée. La structuration de la donnée, c'est souvent une thématique qui est sous-estimée. À partir du moment où on fait de la collecte de systèmes hétérogènes, chaque donnée va remonter avec un format particulier. Si on veut rendre ces données interopérables, il faut qu'elles soient structurées sur la même base. Donc il y a un peu de temps à passer sur des définitions standards de structuration de modèles de données. Je précise parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément bien anticipé au départ. Troisième sujet, tu voulais... Ouais, je vais donner un exemple. Quand vous avez une date qui monte en jour, mois, année, et qu'ensuite il y a jour, mois, année, heure, minute, seconde, et puis ensuite année, mois, jour, et qu'on essaye de mettre tout ça dans le même tube, ça passe pas. Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Troisième sujet, l'hébergement. Donc on a vu, l'hébergement, il peut se faire on-prem, sur site, il peut se faire dans le cloud. Il n'y a pas de réponse magique à ça. Moi, je dirais qu'il faut regarder s'il y a un mixte possible en fonction à la fois de la maturité de l'entreprise, de son organisation et surtout de son besoin. Il faut raisonner en usage et pas en technologie. Quatrième sujet, l'exploitation de la donnée. Stocker de la donnée, si on ne l'exploite pas, ça ne sert pas à grand-chose. Je dis ça parce qu'il y a des sites qui ont historiquement archivé énormément de données, mais qui aujourd'hui sont inutilisés. Aujourd'hui, la tendance, c'est quand même que tous les outils d'exploitation tournent en mode SaaS. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de puissance de calcul
Et finalement, ce dont on a besoin au niveau de l'usine, de la production, c'est le résultat de cette exploitation, donc le résultat du modèle qui a tourné. On n'a pas besoin de faire tourner un modèle on-premise, ça n'apporte pas de valeur. En conclusion, et c'est ce que moi je porte au niveau des entreprises, technologiquement, les 4 briques que je vous ai données, on a des solutions. Le problème, pour moi, il n'est pas technique. Le problème, il est organisationnel et humain. Premier sujet, c'est un plan stratégique de l'entreprise. Si on veut faire de la continuité numérique, il faut que ça soit inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Donc, porté par la direction générale. Ce n'est pas juste un opérateur de ligne qui va dire « moi, je veux faire de la continuité numérique ». Deuxième sujet, et c'est peut-être celui aujourd'hui qui demande le plus d'énergie, c'est de faire converger le monde de l'OT et le monde de l'IT sur un objectif commun et que chacun comprenne les enjeux de cette continuité numérique et pourquoi on a besoin de collecter les données et pourquoi on a besoin d'avoir un retour en arrière. Quand j'entends dire on ne veut pas sortir les données de production dans le cloud et sans raison derrière, pourquoi? Pour des questions de sécurité, mais après on en discute. Mais la fin de non-recevoir, de dire moi mes données elles restent chez moi, ben, il faut qu'on discute du pourquoi. Parce que derrière, l'usage et surtout la valeur qu'on peut en avoir, elle est monstrueuse. Et il ne faut pas s'arrêter au simple préjugé de dire on ne fait pas sortir les données. Voilà. Ça évolue. Hein. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts. Quand vous avez SAP sur votre site, les données, elles sortent. Hein. Tout est en SaaS. Hein. Et ça pose problème à personne. Voilà. Merci Thierry, merci messieurs, mais je ne vais pas vous remercier complètement encore parce qu'il y a peut-être des questions dans le public. Et donc, est-ce que quelqu'un aurait une question ou un commentaire à ajouter à notre intervention? On a été ultra clair, messieurs, ultra clair. Question. Voilà. Olivier, question. Oh, on a couvert le sujet, il faut être honnête. Ou alors on a barbé tout le monde, je ne sais pas, mais... Sur la maintenance prédictive, ouais, qui est un sujet qui revient régulièrement aussi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire part d'un feedback? C'est un peu ma spécialité là-dessus. Alors souvent, on se focalise sur la maintenance prédictive. Il y a des étapes avant ça, en fait. Je veux juste préciser. Oui. Donc on passe, je ne parle pas de faire du curatif, ni historisation, mais faites déjà de la maintenance conditionnelle. C'est-à-dire que déjà, pour faire de la bonne maintenance, il faut quand même un peu instrumenter les machines pour avoir des retours. Et déjà, avec la maintenance conditionnelle, on solutionne à peu près 80% des cas. Et c'est dans un deuxième temps qu'on fait généralement de la maintenance prédictive. Donc souvent, on vise la maintenance prédictive, mais en fait, ça met du temps pour arriver à de la maintenance prédictive. Donc il y a des étapes intermédiaires qu'il faut franchir. Et souvent, utiliser déjà de la maintenance conditionnelle. Il y a plein d'outils qui sont faits pour ça. Les capteurs maintenant intelligents ou les actionneurs intelligents fournissent maintenant aussi leur propre diagnostic. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'IO-Link, vous avez n'importe quel capteur de pression peut vous indiquer s'il a eu une surpression. Et ça, c'est des choses qu'on peut exploiter après dans le fonctionnement de la machine. Voilà. Donc c'est déjà les premières étapes. Faites de la maintenance conditionnelle. Et dans un deuxième temps, on pourra travailler, et surtout que vous aurez des autorisations qui sera liée avec, on pourra travailler sur de la maintenance prédictive. Alors, moi, je vais carrément t'emmener. Est-ce que, si on peut faire de la maintenance prédictive, avec un peu d'IA, on va bien parler d'IA, est-ce qu'on pourrait faire de la production prédictive? C'est-à-dire qu'un opérateur, quand il fait l'article numéro 8 et qu'il le fait par une hygrométrie de 65% avec 23 degrés de température ambiante, est-ce qu'il ne devrait pas réduire sa machine de 150 tours pour ne pas avoir d'ennui? Parce que historiquement, c'est comme ça qu'il faut faire. L'idée, c'est d'avoir... Et on va essayer de viser ça, un vrai assistant, cette fois-ci, de production. Ce qu'on veut, la démarche au niveau de la maintenance, on peut essayer au niveau de la production. Et je vais te repasser la main pour la fin, le faire également au niveau contrôle. Pour anticiper un contrôle et éviter un non-conforme, est-ce que je ne devrais pas tourner un peu de ci et mettre un peu plus de ça? Est-ce qu'on pourrait envisager ça? C'est exactement les sujets d'actualité aujourd'hui quand on va parler des préventives. On va parler de contrôle de qualité qui est préventive, qui sert à donner des données, à faire un retour à la production en temps et en heure pour éviter des pertes qu'on devrait rattraper plus tard. Aujourd'hui, la donnée, elle est primordiale, de même dans les process de vente. Aujourd'hui, on parle de Sales and Operation Planning. On ne peut pas faire de planification au niveau des ventes, ou bien au niveau de la prod, ou bien au niveau de la qualité, si on n'a pas les données qui sont centrées et exploitables. Si aujourd'hui, vraiment, je reviens au sujet que j'ai dit, si on veut parler des opérations numériques, des usines numériques, de l'industrie 4.0,
l'hébergement des données, la structuration des données, ça devient primordial. Il faut en passer de temps et c'est un sujet, je rejoins ce que vous dites parfaitement, ce n'est pas un sujet au niveau de gestion de projet, c'est un sujet de président de direction générale. Merci. Messieurs, en tant qu'animateur, c'est un vrai plaisir de bosser avec vous. On s'est réunis de temps en temps. C'est un honneur, honnêtement. Bravo, merci et merci à tous. Vous pouvez les applaudir.